Bonjour et bienvenue pour ce nouveau commentaire audio, un commentaire audio que j'ai fait pas mal traîner sur Étienne Chouard, parce que bon voilà, Étienne Chouard, j'ai déjà fait une vidéo complète de 30 minutes dessus, j'ai fait un long billet Facebook, j'en ai beaucoup discuté, j'en ai même discuté avec le principal intéressé, à 2 reprises, donc je commence à avoir envie de parler d'autre chose, c'est vrai, mais c'est la règle du jeu, j'avais dit que je ferais des commentaires audio, on va faire le commentaire audio d'Étienne Chouard, la vidéo donc s'appelait Le Citoyen. Parce que oui, actuellement, sur internet, ça débat pour savoir si Étienne Chouard est fréquentable ou pas. Alors, comment en est-on arrivé là ? Alors, sur quoi je reviens dans ce billet ? Dans ce petit billet, je ne nie pas, il y a plein de choses de la vidéo que je conserverais telle quelle si j'avais à la refaire. Dans ce petit billet, je dis juste que l'angle que j'ai choisi pour la vidéo n'était sans doute pas le bon. Mon angle, c'était de dire qu'il fallait de toute façon que je revienne sur les polémiques Chouard, proches de l'extrême droite, etc. Il fallait que je revienne dessus, mais je trouvais que c'était pas nécessairement le plus important, puisque je trouvais que Chouard avait démocratisé une certaine critique de la démocratie représentative, qui existe depuis longtemps, c'est pas lui qui a inventé la critique de la démocratie représentative, notamment de cette démocratie représentative-là, à savoir même la 5ème République, mettons, mais Chouard, voilà, l'avait popularisé, l'avait démocratisé. Il y avait beaucoup de gens qui regardaient Chouard avec plaisir, des gens qui s'interrogeaient sur Chouard, et Chouard était un personnage d'internet qui me paraissait intéressant, qui me paraissait fédérateur, un bon prétexte pour pouvoir parler de démocratie, de tirage au sort, d'expérience démocratique et de l'oligarchie, de ces choses-là, de la captation du pouvoir à un moment par une élite. Et là, je pense que c'est la faiblesse de mon format qui a fait que je suis tombé dedans. Je pouvais pas, en gros, défendre les thèses de Chouard, qui sont celles sur la démocratie, etc., sans, à un moment, parler de ses liens avec l'extrême droite, certains de ses points de vue sur l'extrême droite, certains de ses points de vue sur le conspirationnisme, etc., je pouvais pas le faire sans revenir là-dessus et donc presque sans le dédouaner de ça. Je l'ai dédouané en me disant, bon, comment je peux faire pour mettre ça de côté ? Et j'ai utilisé Chomsky d'une part, et c'était un peu abusif parce que Chomsky n'a pas exactement les mêmes positions que Chouard, comme je l'ai dit dans mon billet Facebook. Quand Chomsky défend Faurisson, il défend la liberté d'expression de Faurisson, il dit pas Faurisson est un résistant et il a raison de se battre, Il dit pas Faurisson ne dit pas que des conneries, voilà. J'ai utilisé Chomsky et j'ai utilisé l'argument de la naïveté pour Étienne Chouard. Or, cet argument, c'est vrai qu'il est extrêmement limite. Il est extrêmement limite parce que ça le dédouane d'une responsabilité qui pourtant est la sienne, qui serait d'être un peu plus clair dans ses prises de position, un peu plus clair dans ses amitiés, d'essayer de pas défendre l'indéfendable, quoi. Alors, je vous vois venir, quand je dis indéfendable, je vois là déjà, Usul, tu te fais toi aussi chien de garde du système en pourfendant Soral et les fascistes, machin, finalement, t'es un peu comme les autres, etc. Alors moi, je vais pas faire des pieds et des mains pour vous convaincre que je suis pas comme les autres, j'en ai rien à foutre. Quel est le discours de Chouard sur ces questions ? Là, on revient sur son espèce de confusion gauche-droite, et ça, j'en ai longtemps parlé avec lui, parce que je l'ai eu une fois au téléphone assez longtemps, et puis on a bouffé ensemble un autre soir. Lui, il était entre deux trains, et on l'a chopé du coup à deux, pour voir si on avait des choses à lui apprendre, et pour voir si y avait moyen qu'il revienne sur certaines de ses prises de position, parce que je pense qu'on n'a pas été les premiers à essayer. Il y a François Ruffin qui rapporte ça longuement dans son billet, où il lui a dit, il y a beaucoup de gens qui lui disent « Étienne, tu déconnes ». Mais lui, n'en démord pas. Alors pour lui, en gros, cette espèce de confusion gauche-droite, c'est la gauche, la droite, finalement, c'est pareil. On ne peut faire confiance qu'aux projets révolutionnaires. Les vrais résistants, on les trouve à l'extrême gauche, à l'extrême droite, qui devraient d'ailleurs s'entendre. Donc c'est une espèce de... Il prône la jonction de l'extrême gauche et de l'extrême droite, le rouge-brun, c'est-à-dire cette thèse-là même que défend assez régulièrement Soral, quoi. Donc, est-ce que moi j'ai envie de faire un bout de chemin avec l'extrême droite pour mettre à bas le système ? Non, clairement pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas une fois que t'as mis à bas le système se créent plein d'autres problèmes. Et que déjà on n'y est pas à mettre à bas le système, et ensuite
se créent plein d'autres problèmes. C'est-à-dire, c'est nier un peu le politique, c'est dire il y a des questions qui sont pas politiques, voilà, là on peut s'entendre là-dessus, et si on s'entend là-dessus, on met tous nos différents de côté, et ça revient à dire nos différents, c'est pot de zob, quoi, on s'en fout, mais or je suis pas d'accord. J'ai reçu un mail d'un gars qui me livrait une analyse assez intelligente de ça, il me disait, le problème de la gauche, c'est un problème, et c'est aussi sa force, c'est qu'elle est intransigeante, c'est-à-dire elle est fixe dans ses fixations, si tu veux. Elle a une idée sur la question sociale, elle a une idée précise, elle a une idée sur l'égalité, sur la justice sociale, sur la lutte contre les inégalités, contre le racisme, voilà. Une certaine idée du progressisme qui s'incarne dans des personnages, dans toute une histoire, dans tout un corpus de textes qui est très, mine de rien, assez homogène, parce qu'on se réfère presque toujours à un même socle idéologique, mais qui du coup est excluant. Voilà, si tu n'es pas de gauche, tu n'es pas de gauche, quoi. Si tu dis oui, vive les travailleurs, mais en même temps pas les arabes, tu n'es pas de gauche. Si tu dis... donc voilà, la gauche procède par exclusion parce qu'elle est très claire sur sa ligne, et du coup, elle est peut-être un peu sectaire dans sa... Enfin, sectaire, j'emploie ça avec 3 guillemets, si vous voulez. Mais en tout cas, elle est intransigeante. L'extrême droite, elle, au contraire, est beaucoup plus fluctuante. On a vu, notamment sur les questions sociales, notamment sur les questions économiques. Il n'y a pas de programme économique qui soit proprement d'extrême droite. Aujourd'hui, on voit que Marine Le Pen fait des appels de pied à la classe populaire, avec... moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps une tribune d'elle pour défendre les services publics contre l'Europe, enfin, des trucs qu'on n'aurait même pas pu imaginer sous Le Pen père. Et ça, c'est fou, il y a une plasticité idéologique, c'est-à-dire qu'idéologiquement, c'est tellement flou, on se demande quel est même le ciment à la base de ça. C'est quoi le ciment? Qu'est-ce qui rassemble? C'est quoi le noyau dur? C'est quoi le cœur de l'extrême droite? Je pense qu'on a tous une petite idée sur la question, mais du point de vue politique concrète, pratique, et du point de vue théorique, il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi. On peut être d'extrême droite monarchiste et être contre le grand capital, par exemple, parce qu'on considère que la France serait mieux gérée si elle était gérée par les règles d'un roi qui, lui, voit à long terme, parce qu'il va léguer son pays à son fils. On serait mieux géré par un roi qu'on ne serait géré par des gestionnaires qui agiraient en fonction du marché. Et Dieu sait que le marché est fluctuant, on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain, etc. Donc ça, pour un royaliste, par exemple, c'est pas une manière sérieuse de gérer un État. Donc un royaliste va vouloir limiter le pouvoir du grand capital. Mais ça, c'était pas du tout le cas de l'extrême droite du temps de Reagan, où là on avait du Le Pen qui disait mais l'État c'est de la merde, parce que l'État c'est plein de communistes en plus. Voilà, s'il y a bien un truc sur lequel on peut les retrouver quand même assez souvent, c'est sur l'anticommunisme. Mais voilà, à l'extrême droite peut y avoir plein de variantes, et on le constate actuellement. Là, Marine Le Pen alors il y a une analyse qui dit que c'est parce que, c'est un géographe que j'entendais dire ça il y a très peu de temps, c'est parce que on s'imagine que c'est le Front National qui actuellement est en train de manipuler les classes populaires, mais il y a moyen que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que les classes populaires en ont tellement marre de ce système qu'ils sont en train d'utiliser le Front National pour faire trembler le système. Et je trouve que c'est une vision assez maligne de la situation. Mais par nature, voilà, ce côté fluctuant de l'extrême droite fait qu'ils peuvent toujours, les bras grands ouverts, accueillir n'importe qui et dire à tout le monde « Mais venez, vous êtes communiste, mais venez, vous êtes catholique, mais venez, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes raciste, vous êtes ce que... Vous êtes écolo, venez, peut-être qu'on va avoir ça, là pour l'instant ils sont pas en pointe sur l'écologie, mais peut-être qu'un jour on va avoir de l'extrême droite écolo, c'est pas improbable du tout. De son côté, la gauche, elle, passe son temps à dire non, ça n'est pas bien, ça c'est pas de gauche, ça c'est pas bien. Et donc du coup, d'un regard extérieur, t'as envie de dire, mais finalement, vous êtes pas tolérant, vous à gauche, vous prenez la tolérance, et vous êtes pas tolérant avec l'extrême droite. Et ça, c'est un truc que Chouard m'a sorti. Il m'a sorti, par exemple, moi je lui parlais de racisme. Je lui disais, si, il y a du racisme à égalité et réconciliation. On me dit beaucoup que non. On me dit, mais non, parce qu'il y a des arabes et tout. Oui, bon, bah, ok, si vous voulez. Donc l'antisémitisme n'est pas exactement du racisme, ce serait un racisme à part. Non, c'est du racisme. Mais je disais, il y a du racisme à égalité et réconciliation, il y a du racisme au Front National, etc. C'est assez indéniable chez les militants, même dans le discours ambiant, dans les choix des thématiques. Il y a un racisme latent qui est quand même assez indéniable.
Et lui il me retourne le truc, et là c'est inaudible pour moi, et c'est encore plus inaudible, j'imagine, pour un militant antiraciste, par exemple, ou pour un militant racisé, ou pour voilà, qui que ce soit qui a une petite... qui sait ce que veut dire racisme. Il me dit non, les racistes, et finalement le racisme, ce serait pas les gens qui sont racistes avec les racistes, en fait. C'est-à-dire les méchants, les vrais méchants, ce sont les intolérants, qui sont tellement intolérants qu'ils rejettent l'extrême droite, en gros, qui rejette les... Je lui dis, mais on parle de pensées qui ont fait des morts, évidemment, hein, le racisme, la pensée même coloniale, même ce racisme post-colonial qu'on connaît maintenant en France continue de faire des drames de temps à autre, continue de créer en France un climat de racisme assez... qui fait qu'on contrôle les uns plus que les autres, qui fait que, voilà, on ne parle pas aux gens de la même façon selon la couleur de peau, on les recrute pas pareil. Il y a toujours un racisme ambiant. Et ce racisme fait des morts. L'homophobie fait des morts. Et un parti qui entretient l'homophobie, un parti ou un intellectuel, pareil, je mets 3-4 guillemets autour d'intellectuels pour qualifier Soral en l'occurrence, qui cultive une homophobie et une misogynie ouvertement réactionnaire, à la Zemmour, quoi, mais en populaire, avec la gouaille populaire, puis en montrant des muscles et tout, qui fait ça, est-ce qu'il conforte pas, voilà, ce virilisme débile? Bon, faut se rappeler que ce virilisme débile, c'est pas qu'une question de société, c'est aussi une question de vie ou de mort pour un certain nombre de personnes. Quand on regarde le nombre de... Voilà, le chiffre des viols en France chaque année, le chiffre des décès dans le cadre de violences conjugales, bon, bah c'est une violence spécifique, on peut parler dans ce cas de violence spécifique. Et entretenir ce climat de violence spécifique, eh ben ça crée des morts. Donc c'est pour ça que je parlais de responsabilité un petit peu plus tôt, c'est qu'on n'est pas en train de parler dans le vague d'idées, de dire si, ça. Ces idées, concrètement, elles ont un impact sur le corps social qui les absorbe, qui les ingère, et qui les, d'une manière ou d'une autre, qui les recrache, et qui va après se comporter de telle ou telle façon. Les gens sont pas malléables, c'est pas ça que je dis, mais ils sont pas imperméables. Et un discours viriliste, comme on entend aujourd'hui chez Soral, ça conforte un certain nombre de jeunes, notamment, dans une vision macho, qui va les pousser les uns à... J'aime pas le mot macho, parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi. Je préfère viriliste, voilà. Dans une vision viriliste de l'homme, ça c'est la place de l'homme, ça c'est la place de la femme, et puis si elle est pas d'accord, on va pas se laisser emmerder par une bonne femme, et puis voilà, et puis elle c'est une salope, et puis voilà, et puis aussi. Et ça amène à des viols, et ça amène à des violences. C'est juste ça que je voulais redire sur le côté responsabilité, le côté je peux pas imaginer une alliance objective, même pour faire tomber le grand capital, en me disant on fait d'abord tomber le grand capital avec nos amis les fachos qui de toute façon... alors là, Étienne Chouard dirait, mais il faut pas les appeler les fachos, c'est péjoratif de dire les fachos, et si vous lui dites les fachos, il va pas changer. Il a envie de changer tout le monde, mais particulièrement l'extrême droite, c'est-à-dire il se remet pas en cause sur un truc, c'est que il est devenu inaudible à gauche, et ça je le dis dans mon billet, il est devenu... absolument inaudible à gauche. Et c'est dommage, parce que ces thèses-là de on va pas être méchant avec les racistes, parce que sinon ils vont pas changer. Donc je lui parlais d'homophobie, et je lui disais, voilà, les violences homophobes, vous savez, dans notre pays, il y a des gens qui vivent pas exactement dans le même monde que nous, parce que les gens qu'ils croisent dans la rue ne réagissent pas avec eux comme ils réagissent avec vous, avec moi. Ils vivent dans un pays plus violent, proportionnellement, que nous, en fait, avec notre force et notre allant de dominant, quoi. Et bon, les questions de domination, il s'est pas tellement penché pour... mais ça aussi, c'est dans les trucs que je lui reprocherais, parce que la question de la domination, quand on la met de côté, on s'imagine que tout le monde est égal, et on se dit même que... ceux qui voient de la domination partout, finalement, renforcent la domination puisqu'ils la nomment, et en la nommant, ils forcent chacun à choisir son camp. Hein, c'est par exemple sur le féminisme, on dit souvent des féministes que c'est elles qui voient du sexisme partout, et que donc c'est elles qui activent du sexisme. Enfin, c'est très con, c'est juste qu'elles nomment quelque chose, elle ou il d'ailleurs. Le racisme c'est pareil, ils nomment quelque chose, ils disent ça c'est raciste, et à partir du moment où on leur dit ah mais arrêtez, non c'est pas une histoire de blanc ou de noir, si on vous a pas pris, vous voyez du racisme partout, d'ailleurs vous réactivez de vieux clivages, vers où vous allez, vers le communautarisme, c'est toujours un peu la même chose hein, sur ces questions-là. Donc on a eu de longues discussions là-dessus, et lui de dire mais non il faut pas voir partout, et puis ça de toute façon on verra plus tard, ça c'est un vieux discours qu'on entend depuis, qu'on entendait au Parti communiste dans les années 70,
la lutte des classes d'abord, on verra après quoi. Après se créera de toute façon un monde merveilleux dans lequel, et c'est exactement c'est exactement le point de vue de Chouard, parce qu'il me disait la lutte contre le grand capital d'abord, on fait du tirage au sort, et de toute façon après avec le tirage au sort, toutes les questions de genre, les questions de voilà de sous-représentation de tel groupe plutôt que tel autre, machin, tout ça ça va se régler avec le tirage au sort, et donc du coup tout le reste va se régler magiquement, y compris pourquoi pas le patriarcat, il va tomber tout seul, il n'y aura plus qu'à regarder ça s'écrouler. Donc voilà, il y a des trucs qui m'ont gêné, la confusion gauche-droite. Donc maintenant je ferai pas la même vidéo, parce que je vois les limites de son truc. Mais je pense qu'il s'était pas penché sur ces questions-là avant, et il y a un certain nombre de choses qu'on a dû lui apprendre. Et j'étais pas tout seul, hein, j'étais avec ma chère et tendre, justement, qu'on a un peu moqué dans les commentaires, genre, ah, oui, ça c'était pas mal, ça, c'était, ah, Usul, il change d'avis parce qu'il a écouté sa bonne femme. Alors là, quand on parle de virilisme, c'est exactement ça, c'est supposer que je change d'avis parce que j'écoute ma bonne femme, et que de toute façon, nous, en tant qu'hommes, on a quand même beaucoup plus de surplomb, beaucoup plus de méthodes froides, vous voyez, beaucoup plus de neutralité sur ces questions-là, notamment sur les questions de genre. Nous, on est neutre, c'est les femmes qui dans leur truc de féminisme, je sais pas quoi, sont à chaud, c'est les images qu'on charrie tout le temps, voilà. Et nous, voilà, tu t'es laissé influencer par une bonne femme, voilà, par ses humeurs, par sa position même sociale, et sa position qui fait que tu as perdu ta neutralité absolue, ta neutralité axiologique presque irréductible. Ça, c'est d'une connerie, je trouve ça d'une connerie hallucinante, et je trouve même ça, voilà, viriliste aussi, je trouve ça relativement réducteur déjà pour elle, qui ne devrait pas être écoutée sous prétexte que c'est une femme. Et puis pour moi, alors je serais quoi, une girouette? Non, je pense que précisément, j'ai écouté parce que sur la question, je n'ai nécessairement pas le point de vue le plus éclairé. Je suis là à vous parler depuis tout à l'heure de domination, de racisme, de sexisme, tout en sachant que moi-même je suis un homme blanc, hétéro, et que tout va bien pour moi, vu que la société est à peu près faite pour moi. Je vous parle avec un aplomb extraordinaire, parce que précisément, on m'a façonné à parler avec cet aplomb, et à n'avoir peur de personne, à chercher la rivalité avec les autres hommes, à être véhément, etc., à s'imaginer avoir toujours la position de surplomb. L'homme blanc, c'est la position neutre, presque. L'homme blanc, c'est normal, c'est la normalité. Il n'y a que les autres qui ont des points de vue particuliers. Le point de vue général, il est donné par l'homme blanc. Donc, j'avais failli, là, pour le coup, moi, en tant qu'homme blanc, j'avais failli... En écoutant d'autres gens que moi, en écoutant d'autres gens parler d'autres souffrances, des gens qui mènent des combats, notamment des combats antifascistes, etc. Donc bon, après c'est des questions complexes, est-ce que j'ai vocation à être dans tous les combats? Je sais pas. Je dis juste que j'aurais aimé avoir des discussions comme j'ai eu après la sortie de la vidéo, j'aurais aimé les avoir avant. Que ce soit celle avec Chouard, celle avec des militants, celle avec ma chère et tendre, celle avec des gens bien, normaux, qui m'ont dit... normaux, tu sais. Celle avec des gens bien, qui m'ont dit « Elle est très bien ta vidéo, je vois pas ce qu'il y a à enlever. » Bon, moi je le dis maintenant, ce qu'il y a à enlever. J'ai l'impression que Chouard, c'est aussi un produit de cette espèce d'impasse institutionnelle dans laquelle on est, qui fait qu'au final, on va se retrouver avec des gens qui vont rejeter en bloc les institutions, qui vont rejeter en bloc l'histoire politique même de notre pays, l'histoire politique en général, en disant de toute façon les hommes politiques, bon, ça, voilà, et la gauche, la droite, voilà, on balance tout aux orties, et on baisse la garde complètement, y compris sur des questions importantes comme voilà, les questions de racisme, machin, on baisse la garde, et on va laisser faire le bon sens populaire, si tu veux. Donc ça pose de vrais problèmes à mon sens. Et pour moi, c'est absolument le fruit de... C'est un petit peu comme ce que je disais sur... C'est un petit peu comme ce que je disais sur le géographe qui dit c'est le peuple qui utilise le Front National et non pas le Front National qui utilise le peuple. Parce que j'ai l'impression que ce sont ces institutions qui nous mettent droit dans le mur. Ce sont ces institutions qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas faire confiance à notre classe politique qui est devenue, qui est hors sol, qui est devenue coupée du monde, des réalités, etc. Ce sont ces institutions qui créent des gens comme Étienne Chouard, qui sont... voilà, qui rejettent tellement les hommes politiques qu'ils en viennent à rejeter la politique et qui voudraient refaire un terrain politique
qui ne s'appellerait presque plus comme ça, qui serait un terrain, je le dis ça dans la vidéo, qui serait un terrain citoyen, où il y aurait que des citoyens gentils, on serait tous gentils entre nous, on se prendrait pas la tête pour des questions de principe, des questions d'idéologie, des questions, on réglerait pratiquement les problèmes de la cité, on débattrait, on s'écouterait, etc. Mais on laisserait de côté les grandes idéologies, toutes ces choses-là. J'ai l'impression qu'ils balancent ça à la poubelle sous prétexte que le Parti Socialiste, qui nous a mis dedans hein, quand même, on n'en serait pas là si on avait un Parti Socialiste de gauche, ou s'il n'y avait pas eu le virage de 83, peut-être que j'y reviendrai un autre jour. J'ai peur de faire trop long, j'ai peur de faire trop confus, je sais pas tellement où j'en suis. Étienne Chouard m'a invité à discuter de ça peut-être en public avec lui, je suis pas sûr d'en avoir franchement envie, parce que d'abord je suis je suis bien chez moi, voilà, je suis un peu ours et j'aime pas trop sortir, faire des discussions en public, notamment juste pour dire à des gens que si, il faut continuer à combattre l'extrême droite, et qu'il faut continuer à même l'appeler extrême droite, parce que tu peux dire, oui alors c'est le grand capital finalement qui est d'extrême droite, parce que c'est lui qui est totalitaire, etc. C'est vrai que le grand capital, les banquiers, etc., machin, ont créé des institutions, ont créé une culture, ont une emprise sur l'individu qui peut confiner au totalitarisme, c'est ce que je dis dans la vidéo, c'est une emprise totale à la fois sur les esprits, sur les corps, ce qui fait que vous vous levez le matin, même si vous n'avez pas envie d'y aller, il y a un truc qui fait, avec le chantage au salaire, qui fait que vous vous levez, bon, il y a une emprise totale sur l'individu, donc on peut appeler ça un totalitarisme, et vu qu'on associe le caractère totalitaire au régime d'extrême droite, alors Chouard fait le glissement et dit, finalement c'est ça qui est d'extrême droite, là où des gens comme Soral, finalement, ce sont les classes populaires, déjà, on voit plein de jeunes, on voit des rebeux, waouh, on voit des jeunes blancs, j'ai pas vu beaucoup de femmes, moi, je vois peu de femmes, enfin, il paraît qu'il y en a, donc voilà, face à l'emprise du grand capital, ils préfèrent ça qui ressemble plus au peuple, et peu importe, du coup, extrême droite, il transmet ça direct au monde gouverné par les gouvernants qu'on lui connaît, et du coup il en absout presque l'extrême droite qui est là, qui est toujours là, et qu'il s'agit pour moi et pour un certain nombre d'autres gens toujours de combattre, que ce soit par des mots, des arguments, des idées. Il ne s'agit pas de leur jeter des seaux de merde à la gueule dès qu'on les voit, encore que ce soit un mode d'action militant qui peut se défendre dans un certain contexte. Je veux dire, il y a une vieille tradition, hein, moi j'ai connu des militants à la LCR qui me disaient, moi je me souviens, il y a 30 ans, on se donnait rendez-vous tous les soirs avec les fachos, et nous on était là, les cocos, et on se mettait sur la gueule à coups de barre de fer dans le parc. Bon, ça a pas mené très loin comme histoire, il y a une meilleure façon de combattre, mais on peut toujours combattre, de toute façon il y a un combat à mener, parce que, mettons qu'on fasse tomber le grand capital, qu'est-ce qu'on fait après? On se retrouve face à qui? Qu'est-ce qu'on installe? J'ai pas envie d'installer ni la préférence nationale, ni des thèses réac, ni des aides pour que les femmes restent à la maison, ni des choses comme ça, j'ai pas envie de voir ça. Donc du coup, oui, il faut être un peu sur tous les fronts en même temps. Et c'est compliqué, et c'est pas la thèse de Chouard, et c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Là où je mettais de la naïveté, en vrai, il y a un discours, il y a une pensée qui est celle-ci, qui est celle de, voilà, on verra plus tard. J'ai l'impression, moi, pour terminer sur la manière dont Chouard se représente la politique, j'ai l'impression qu'avant il votait PS, en se disant, bon, la gauche c'est le progrès, c'est le progressisme, voilà, je vais voter PS. Puis, comme à peu près tout le monde, il a été déçu par le PS, mais il a continué à appliquer cette grille de lecture, la gauche c'est cool, la droite, bon, c'est moins cool, et l'extrême droite c'est pas bien. Sauf qu'il a changé les rôles. Donc maintenant il appelle extrême droite, mais sans tenir compte vraiment des catégories politiques, de la théorie politique, de qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui est de droite, qu'est-ce qui est d'extrême droite, qu'est-ce qui est d'extrême gauche. Juste, pour lui, j'ai l'impression qu'extrême droite ça veut dire méchant. Et il dit voilà, les méchants c'est pas eux, c'est plutôt les banques. Et il a comme ça glissé le mot. Bon bah moi ça me paraît pas très sérieux, et on pourrait avoir en effet de longues discussions là-dessus. Je pense que d'ailleurs j'ai été assez long. Et je vais peut-être m'arrêter là, mais et je pense pas du coup que ce soit de la naïveté, je pense que c'est une erreur de diagnostic politique, c'est une erreur d'orientation, quoi, et ce qui fait que du coup, en effet, maintenant, il se retrouve à gauche, il a mauvaise presse, et à l'extrême droite, eh bien, il a quelques amis. Et c'est ce que je disais dans le message, où je disais,
Voilà, en effet, sur le mur de Choir, au moment où j'ai publié, je sais plus, mon rectificatif ou pas, enfin bon, bref, j'étais allé voir le mur d'Étienne Choir sur Facebook, et c'était en effet rempli de gens voilà, de fans de Soral, quoi. Et bah c'est dommage, et j'aurais aimé, c'est peut-être pour ça que naïvement, alors là, pour le coup c'est moi qui plaide la naïveté, naïvement je me suis dit, je vais discuter avec lui, peut-être que il n'est pas trop tard pour le ramener vers la gauche, quoi, tout simplement, lui dire, écoute, laisse tomber ta défense de l'extrême droite, je sais qu'en plus c'est pas pour ça que tu t'es engagé dans la vie politique, mais laisse tomber ça, tu te mets de côté enfin tu mettras de côté plein de problèmes, tu seras un peu plus tolérable à gauche, et je pense qu'à gauche, il y a besoin de... Et c'est même plus une histoire de gauche ou de droite, en fait, dans cette histoire. C'est que je pense que le tirage au sort et la remise en question de nos institutions, c'est un truc nécessaire. Alors le tirage au sort, c'est pas magique, hein. Là je rajouterais beaucoup de bémols évidemment à cette idée de tirage au sort qui réglerait tous les problèmes. Évidemment que ça réglerait pas tous les problèmes. C'est un mode possible de la démocratie à articuler, c'est un outil dans une boîte à outils. C'est vrai qu'on peut l'utiliser, c'est vrai qu'on pourrait l'utiliser. La majorité rouge-rose-vert de Grenoble a créé, il me semble, une petite assemblée dans laquelle, en partie, il y a des citoyens de la ville tirés au sort, qui ont une enveloppe budgétaire, qui discutent des questions de budget, qui ont une petite force de proposition. Bon, bah c'est intéressant de faire des expériences à base de ça. Si l'idée du tirage au sort vous intéresse et la question de la remise en question des élections vous intéresse également, vous pouvez aller voir du côté de David Van Reybrouck, que je trouve être un penseur très intéressant, que je montre dans la vidéo. Il y a son petit bouquin contre les élections, où il dénonce une certaine logique des élections, qui fait que, en gros, dans les élections, c'est projet contre projet. Celui qui gagne applique son projet sans tenir compte de ce qui s'est passé en face, de ce que les autres ont défendu. Le tirage au sort permet de créer des assemblées où les assemblées travaillent ensemble, se concertent, s'écoutent les uns les autres, parce que personne n'est arrivé avec son propre plan tout prêt en disant moi ça va marcher, j'ai mon truc. Tout le monde est arrivé un peu en tâtonnant, et du coup ils se forment sur ce week-end, mettons, ils se forment, et puis il y a des experts, et puis il y a en même temps, pourquoi pas aussi des représentants politiques. On peut imaginer des trucs complètement mixtes, on peut imaginer plein de trucs, et on est à un moment où il faut imaginer plein de trucs en fait. Et ce que montre Van Reybrouck, c'est que la concertation produit de meilleurs résultats que juste la confrontation. Et que la confrontation, c'est les élections, c'est j'arrive avec mon projet. Et qu'est-ce qu'on a comme solution, nous, quand on en a marre du jeu actuel des élections, quand on en a marre d'avoir le choix entre Manuel Valls et Sarkozy, eh ben il y a des gens, ils se disent, eh ben je vais mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, les médias me disent de pas voter Front National, je vais voter Front National, et je pense sincèrement que parmi les gens qui votent Front National, il y en a un certain nombre qui en ont juste marre, qui ont juste envie de voir ce qui va se passer s'ils font tomber le truc, et qui n'ont pas franchement envie que le Front National applique un certain nombre de ces thèmes de campagne, mais qui votent quand même, voilà, parce que ça fait chier, et qui se sentent pas impliqués, et que quand on leur demande leur avis, ils disent bah j'en ai marre, voilà. Et si on leur demandait leur avis plus souvent, mieux, plus de référendums, plus d'assemblées, plus de trucs, et ben ils voteraient peut-être pas Front National, c'est peut-être ça le truc. Et que les gens là actuellement, évidemment nos représentants politiques nous disent mais non, si on met plus de démocratie, si on met par exemple la proportionnelle à l'Assemblée nationale, si on fait plus de référendums, les gens vont voter plus Front National. Je pense que ça aussi c'est une erreur. Je pense, et ça c'est David Van Reybrouck qui le dit dans mon petit docu, il dit si vous traitez les gens comme du bétail, ils se comportent comme du bétail, et y compris du bétail qui en a marre, à un moment il va voter Front National, et si vous traitez les gens comme des citoyens, vous leur donnez les droits qui vont avec, et les responsabilités qui vont avec, au bout d'un moment ils se comportent comme des citoyens, et ça les intéresse, et c'est bien, et ils vont arrêter de juste faire des votes de protestation, ils vont faire des votes de proposition, ils vont peut-être, voilà. Bon, ces questions, voilà, moi je suis pas fermé sur le tirage au sort, je trouve pas que ce soit la solution géniale non plus, et contrairement à Choir, je pense pas que ça va tout régler, loin de là. Mais j'ai choisi le sujet Choir, à la base, c'était pas pour rentrer dans des polémiques sur Soral, vraiment pas. C'était pour parler de l'élection, parler de l'oligarchie, parler de ces choses-là. J'espère pouvoir y revenir, mais là, comme je le disais au tout début, c'est une faiblesse de mon format. C'est-à-dire que mon format fait que je suis basé sur un personnage. Voilà, mes chers contemporains, c'est un contemporain, et je dois développer des thèses, ou développer ces thèses, ou développer une critique de ce personnage, etc., autour de ce personnage, là où j'aurais pu faire un truc un peu plus libre, mais non, je me suis... voilà, c'est à la fois la force et à la fois
la faiblesse du format qui fait ça, qui fait que je suis tombé sur Chouard en me disant c'est un personnage populaire sur internet, il sera utile pour expliquer un certain nombre de choses, il sera utile pour amener vers Guillemin, pour parler d'histoire et pour parler de démocratie, ce sera pas mal Chouard, mais pour ça il faut que je le dédouane d'un certain nombre de trucs, et allez, on va mettre ça sur le compte de sa naïveté. Bon voilà, je vous résume ça rapidement parce que c'est ma conclusion. Je pense que le prochain sera un peu plus... Je pense que le prochain ne prêtera pas à controverse, et je vous retrouve très bientôt certainement au mois de octobre, pour un prochain Mes chers contemporains. Désolé d'avoir mis tant de temps à sortir ce commentaire audio, mais c'est vrai que j'étais dans une période de doute, quoi. Encore maintenant, hein, j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses en plus sur la scène politique, sur la scène... J'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent au niveau idéologique, il y a plein de trucs, je pense, retraiter de la question gauche-droite, parce qu'il y a des dépassements, il y a des trucs qui sont à l'œuvre, que je trouve assez intéressant, particulièrement à gauche, mais on y reviendra. Et je vous souhaite, voilà, j'avais besoin de temps pour réfléchir, j'avais besoin de temps y compris pour me remettre en question. Et se remettre en question, c'est pas une mauvaise chose. Et si je suis revenu sur mes positions sur Chouard, c'est pas parce que je suis faible, c'est parce que j'ai la modestie de penser que je peux écouter les autres, c'est aussi con que ça, et que j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité révélée, j'ai pas nécessairement le point de vue le plus impartial, le plus juste, le plus avisé. Il y a des gens qu'on peut écouter sans que... C'est pas grave d'écouter les autres, voilà. Ça aussi c'est un truc qui devrait se diffuser un petit peu plus, c'est-à-dire que, encore, on est toujours dans cette logique électorale, vous voyez, quand il y a un débat, les débatteurs arrivent et ils se battent chacun pour leur truc, et jamais tu verras dans un débat un gars qui fait « Ah ouais, t'as raison, je me suis peut-être planté, redis pour voir, ah ouais, c'est vrai que ça fait sens ». On est tellement pas habitué à ça, dans notre scène politique, dans notre scène publique, que voir un gars qui fait ça sur internet, les gens se sont dit « Mais il est faible », enfin les gens, pas tous, hein, se sont dit « Ah, c'est nul de faire ça, faut pas faire ça, regarde, personne le fait dans les médias, personne le fait nulle part. » Et peut-être qu'il faudrait, peut-être qu'il y a des gens qui devraient dire à un moment je me suis planté, et même vite, même se le dire vite, c'est pas grave, si à un moment on en est persuadé, moi c'est ça, j'ai pas cédé à des pressions, c'est qu'à un moment, j'ai compris des trucs. J'ai compris que, mon angle il était mauvais, et j'ai juste fait un petit billet pour dire mon angle était mauvais. C'est pas grave, ça veut pas dire que la vidéo entière je la désavoue, je la désapprouve, ça veut dire que il y a plein de trucs que je remettrai pareil, et puis il y a d'autres trucs où je changerai l'angle, c'est aussi con que ça. Et je pense que si vous avez entendu cette vidéo de A à Z, vous voyez très bien de quoi je veux parler, et sur ce, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Moi je me remets au boulot, c'est la rentrée, c'est dur de se remettre dedans, j'ai eu un mois de vacances en août, un mois de recul, et là c'est la rentrée politique aussi, c'est la rentrée médiatique, il y a plein de matières, il y a plein de choses qui se passent, et j'aurai jamais assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire, mais il faut s'y mettre. Donc je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Cette volonté d'aller voir ce qui se cache dans les textes et derrière les mythes,